Bonjour à tous, bienvenue sur Séoul Connect. Moi c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti! Bonjour Adélaïde, Bonjour, bienvenue sur Séoul Connect. merci beaucoup. Eh bien, écoute, merci à toi d'avoir répondu présente. Ce que je te propose pour démarrer, c'est que tu te présentes en quelques phrases. D'accord, pas de souci. Alors, je m'appelle Adélaïde Lucena. Ça fait maintenant 10 ans que je vis en Corée. Je suis venue en tant qu'étudiante en échange et je suis restée parce que ça m'a beaucoup plu. D'accord. Donc, ça fait maintenant un petit moment que je suis ici. D'accord, donc 10 ans. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je travaille dans un institut de français et j'ai aussi monté mon propre institut de langue coréenne pour enseigner le coréen aux étrangers qui sont justement déjà sur place. Donc toi, tu enseignes le français et tu vas aussi enseigner le coréen. C'est toi qui enseignes? Oui, c'est exact. D'accord. Donc ça veut dire que tu as un top niveau en coréen? Oh bah oui, je pense. Ah oui, J'ai j'en fait doute beaucoup pas, mais d'efforts. oui, non, je n'en doute pas. C'était vraiment une question. Tu as quel niveau donc par rapport au niveau officiel? Alors, topic niveau 6 Mhm. et ça fait déjà un petit moment que j'ai le topic niveau 6 et je continue d'étudier tous les jours, toutes les semaines pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles expressions. Donc, j'ai mon petit groupe d'études, à côté avec, des amis coréens qui apprennent le français et on se développe un petit peu plus chaque semaine. D'accord. Et sur l'enseignement du français au coréen, ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors là, ça fait 1 an, mais avant, je donnais des petits cours, ici et là, en fait, à des amis surtout. Mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses, sur ma langue maternelle, durant la dernière année et je compte en apprendre encore plus. D'accord. Et là, l'enseignement du coréen, donc ça s'adresse à qui ça? Alors, ça s'adresse principalement aux étrangers qui sont déjà sur le territoire et j'ai eu l'idée d'ouvrir, cette école de coréen justement parce que, j'avais remarqué qu'il y avait, une différence entre ce que les étrangers, on va dire ça comme ça, qui sont déjà sur le territoire, en fait, ressentaient. C'est-à-dire que eux, ils viennent ici pour apprendre le coréen et la plupart des cours sont en coréen et la plupart des personnes n'arrivent pas à suivre, tout simplement les cours et chaque personne a une manière spécifique d'apprendre et de comprendre, les langues et de comprendre l'univers qui les entoure. Donc pour moi, c'était important de développer un service qui soit customisé, pour chaque étudiant, pour qu'ils reçoivent une éducation de qualité qui leur convient. D'accord. Donc tu enseignes le coréen en français. En français, en anglais et en espagnol. D'accord. Donc s'ils sont des francophones en français, s'ils Oui, sont des hispanophones en espagnol et pour tous les autres en anglais, c'est ça? voilà, c'est ça. D'accord. Oui, c'est intéressant effectivement puisque surtout en français, l'enseignement en français ici sur place ne doit pas être très répandu. Je ne connais pas d'autres, personnes qui enseignent spécialement en français. Enfin, à ma connaissance, il n'y a aucune école qui enseigne le coréen en français, aux Français, sur place. D'accord. Et c'est en école, donc c'est pas un tutorat, c'est pas online, c'est en présentiel dans une école, c'est ça? Alors, c'est un tutorat, c'est, une compagnie que j'ai ouverte, que j'ai déclarée, donc c'est une vraie compagnie. Mais plus tard, je compte la développer littéralement en institut en ligne, pour que le plus de monde puisse y avoir accès et je travaille en ce moment sur l'écriture d'un livre que, si possible, que je compte probablement publier, à Mexico. À Mexico? Oui. Mexico, Le pays! le pays? Oui. Pourquoi Mexico? Tu m'as perdu Hem, là entre Séoul et Mexico. alors, je compte publier à Mexico parce que, déjà en Amérique latine, il n'y a pas beaucoup de contenus disponibles pour apprendre le coréen, hormis les contenus que les universités ont déjà traduits en langue espagnole, qui s'avère être un programme assez, strict et qui ne correspond pas à tout le monde. Donc je compte expliquer,
aux hispanohablantes, aux Espagnols justement, dans leur langue natale, ce qu'est le coréen, comment ils peuvent l'apprendre et comment ils peuvent prononcer le coréen en faisant des recherches justement sur les différences de prononciation entre les deux langues. Et plus tard, pourquoi pas, publier ce même livre en France ou en Amérique. D'accord, donc si je te suis, en fait, c'est que sur le marché hispanique, il y a encore moins de ressources, on va dire, que sur le marché français, Voilà. et notamment. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de Mexicains qui souhaitent apprendre le coréen? Alors, le but de la publication de ce livre, ce serait généralement de toucher le Mexico, mais l'Amérique latine en général, Mhm. ce serait bien. Et après, pourquoi pas plus tard, si ça marche bien, si les gens aiment mon contenu, euh, je travaille beaucoup dessus, j'espère vraiment pouvoir le publier dans d'autres pays par la suite. Et je sais qu'il y a un marché en Amérique latine et c'est très intéressant pour moi parce que j'adore apprendre les langues et j'en maîtrise 4 parfaitement. J'ai tous mes diplômes et je compte en apprendre beaucoup plus par la suite. Donc, dans ma vie, j'ai étudié quand même pas mal de langues et je compte les développer. D'accord. Donc, si je compte, ça va être français, anglais, espagnol, coréen, c'est ça? Voilà. D'accord. Et à terme, tu vas arrêter donc l'enseignement du français, j'imagine? Oh, je ne sais pas encore parce que Non? c'est vrai qu'enseigner les langues, en fait, pour moi, c'est un petit peu comme construire un pont entre les cultures. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément sur l'enseignement de la langue en elle-même, mais sur l'enseignement de tout ce qui entoure la langue, y compris la culture et y compris les usages qu'on peut en faire, parce que la langue reflète souvent les pensées d'un pays. Donc, ce qu'on appelle en coréen un darasmikyo. Donc, c'est très important pour moi d'enseigner les langues et j'aime bien ma langue maternelle. D'accord. Très bien. Ça fait un emploi du temps chargé, en tout cas, et surtout que je crois que tu m'as dit aussi que tu traduis des webtoons, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Tu traduis de quelle langue à quelle langue? Alors, en ce moment, je traduis de l'anglais au français. Et il m'est aussi arrivé énormément d'avoir des traductions du coréen au français. D'accord. Donc, en général, vers le français. Les webtoons, c'est un truc donc, qui est en train d'exploser en ce moment en France. Oui, C'est ça. Et là, tu travailles pour une entreprise coréenne ou oui. C'est pour une entreprise coréenne. d'accord. Qui donc veut exporter sur le marché français ces webtoons. Alors, en ce moment, le marché français, donc le marché européen, est en train d'exploser, comme vous l'avez dit. Donc, par exemple, on a pu assister à la création d'une compagnie de webtoon française, qui est Dailytoon. Et justement, nous, les Français, on a beaucoup, beaucoup d'intérêt en fait, envers les bandes dessinées depuis très, très longtemps. C'est culturel chez nous. Et je Oui, pense que ces compagnies ont senti justement qu'il y avait un marché potentiel, une croissance potentielle à faire sur les marchés européens. Et beaucoup de compagnies sont en train de traduire justement leur contenu en coréen en langue européenne pour justement pouvoir les exporter. d'accord. C'est quoi moi, je ne suis pas encore, en tout cas, client de webtoon. C'est quoi le business model? Comment on gagne de l'argent avec des webtoons? Alors, en fait, les webtoons, c'est un petit peu comme Netflix. C'est-à-dire qu'on met en ligne les contenus sur une plateforme et les gens n'ont qu'à payer un abonnement. Ah, c'est par abonnement. D'accord. Oui, c'est par abonnement ou alors on peut acheter, comme sur Naver Webtoon, des pièces pour pouvoir accéder au contenu dont on a envie. Donc, par exemple, si je veux regarder un seul épisode, il est possible d'acheter un seul épisode. D'accord, c'est soit à la plateforme par mois à la Netflix, soit à l'épisode, plutôt en VOD, quoi, vidéo on demand, c'est ça? Exactement. D'accord, ok. Et donc ils emploient des freelances, si je comprends bien, c'est ça, pour traduire les webtoons dans les langues qui les intéressent. Exactement. D'accord, donc ça se rajoute effectivement aux activités d'apprentissage de langue en ce qui te concerne. Voilà, c'est ça. J'en apprends tous les jours. J'imagine, oui, effectivement. D'accord. Et donc justement, par rapport à toi et à ton expérience, si on remonte dans le temps, si on remonte en arrière, déjà, de quelle région es-tu? Alors, je viens de Corse, Ajaccio pour être plus précise. Ajaccio, ok. Oui, je sais, j'ai pas l'accent, mais je Oui, bah pourrais. après 10 ans ici, et puis oui, tous les Corses n'ont pas l'accent, surtout ceux qui quittent le territoire, non? D'accord. Oui.
et quelle est la passerelle entre Ajaccio et Séoul? Alors en fait, une partie de ma famille vit, en Corse à Ajaccio et une autre partie de ma famille vit sur, le continent justement. Donc, c'est des continentaux et ils vivent en Provence et moi j'étais, à l'université d'Aix-en-Provence où, j'avais fait majeure de japonais et DU de coréen et je suis venue, justement par le biais de cette université, je suis venue en Corée en fait en tant qu'échange et je suis plus jamais repartie. J'ai recommencé tout à zéro, donc j'ai appris le coréen sur place pour rentrer à l'université sur place et j'ai fait mon parcours universitaire, ici en Corée. Alors, c'était en quelle année ça? Alors, c'était oh là là, je suis arrivée en 2012. Je suis 2012. arrivée en 2012. D'accord. Et donc, à l'époque, tu étais à l'université en France, c'est ça? Oui, c'est ça. À quel major, quelle matière? Majeure japonais, japonais et culture japonaise et DU coréen et avec une petite option chinois sur le côté. D'accord. Donc, tu étais déjà dans les langues. Oui. euh, et donc, à quelle année, à quel niveau est-ce que tu décides de passer en Corée et de terminer tes études en Corée? Euh, alors ça, c'est très difficile. En fait, c'est un petit peu comme tomber amoureux. Ça ne s'explique pas avec les mots, mais le cœur sait ce qu'il veut. Donc, je crois qu'il n'y a pas eu vraiment de moment clé, mais il y a eu un sentiment clé de bien-être, en fait, de savoir, en fait, de vouloir chercher où se trouve ma place dans ce monde. Donc, c'était assez compliqué, en fait, à l'époque. J'étais assez partagée, mais j'ai quand même décidé de rester parce que c'est l'aventure de ma vie, en fait. D'accord, mais tu es en quelle année quand tu découvres la Corée pour la première fois? On a dit donc c'était 2012, hein, c'est ça? Tu Alors, en étais à 2012, je l'université. suis... Oui. En Mhm. 2012, je suis venue comme étudiante en échange, mais avant, je connaissais déjà la Corée parce que c'était le moment où la K-pop avait commencé à exploser sur Ouais, le territoire français. Donc, du coup, évidemment, j'en avais entendu parler. Et tous ceux qui étaient en majeur de japonais, ils commençaient à s'intéresser de plus en plus aux Coréens. Sauf que c'était un petit peu trop tard pour changer de majeur. Donc, moi, au début, on m'avait laissé le choix entre DU de chinois, DU de coréen, DU d'autres langues. Et moi, j'avais pris le coréen parce que ça faisait différent, parce que c'était, ben, parce que ça m'attirait un petit peu plus que le chinois, parce que tout le monde voulait parler chinois. Et d'accord. je voulais faire un petit peu différent. D'accord. Donc, il y avait un choix sur chinois, japonais, coréen, et donc toi, tu as pris coréen un peu instinctivement, et C'est ça. en fait, ça s'est avéré être le bon choix, c'est ça? Euh, Voilà. donc, tu arrives à Séoul, tu connais personne, Je connaissais quelqu'un que j'avais rencontré à d'accord? l'université d'Aix-en-Provence. Et ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on est amis, on est toujours en contact. C'est une personne qui est coréenne, qui parle très très bien français. Et donc, c'est elle qui est venue me chercher mon premier jour en Corée du Sud à l'aéroport. D'accord. Donc, tu fais tes études ici à Séoul, c'est ça, ou autour de Séoul? Oui, là, j'ai fini. Donc, j'ai fini en 2018 mes études. D'accord. Et là, je travaille, je travaille, je travaille. Donc, de 2012 à 2018, d'accord. Donc, tu as fait un long parcours, on va dire, de tes études, effectivement, ici en Corée. Oui. Et tu travaillais déjà, non, à côté ou pas? J'avais des petits boulots, mais bon, comme on le sait, évidemment, c'est difficile d'obtenir un petit peu plus de petits boulots vu les limitations de l'immigration sur place. D'accord. Par contre, le visa, lui, se renouvelait facilement chaque année. Bah, Visa si on a de étudiant. l'argent, si on a de l'argent, le visa se renouvelle, évidemment. Mais si on n'a pas d'argent, la question devient un petit peu plus compliquée. De l'argent, c'est-à-dire qu'il faut prouver sur un compte en banque ou c'est les paiements de l'inscription? C'est ça. Déjà, il y a les frais de scolarité qui sont abominablement monstrueux comparés à en France. Donc, moi, je payais environ, grosso modo, un petit peu moins de 3 000 euros par semestre. D'accord. Et en plus de ça, à chaque fois que je devais renouveler mon visa, on me demandait d'avoir un certain montant sur mon compte en banque. Donc, c'était pas joyeux. Et tout ça sans pouvoir trop travailler à côté. Tout ça sans pouvoir trop travailler à côté, justement à cause des limitations imposées sur les visas étudiants.
Voilà, d'accord. Donc toi, tu as vraiment accroché sur la Corée au point où il n'était plus question de partir et tu as fait tes études et là tu continues et ça n'arrête plus. C'est ça. Alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce que c'est enfin le truc ou les trucs? Qu'est-ce qui te plaît beaucoup en Corée? Heu, c'est compliqué, hein. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est comme quand on tombe amoureux, évidemment, on peut mettre des mots sur, les qualités qui font en sorte qu'on apprécie la personne, mais pas forcément on peut pas vraiment mettre en mots, les raisons pour lesquelles on aime cette personne. Donc je pense qu'ici, il y a une différence et je pense que quand on décide de s'expatrier dans un pays, c'est vraiment difficile de s'expliquer déjà à soi-même et d'expliquer aux autres les raisons pour lesquelles, on n'a absolument pas envie de repartir. Donc si je dois vraiment, mettre en mots, des raisons pour lesquelles j'apprécie la Corée du Sud, ce serait déjà, en fait, parce que j'ai des très bonnes personnes dans mon entourage qui m'ont remplie de positivité, en fait, on va dire et qui ont fait en sorte que je tombe amoureuse de ce pays, justement. Il y a aussi plein de choses différentes sur ce pays, différentes manières de penser et rien que quand on regarde dans le langage, c'est vrai qu'il y a une certaine beauté, dans l'expression. Donc ça aussi, ça m'a énormément plu et il y a vraiment beaucoup de choses, en fait. J'aime bien les cafés. Oui, ça, les cafés, il y en a beaucoup. Une beauté dans l'expression, je reviens là-dessus, ça veut dire quoi? Alors, déjà le langage ainsi que la culture étant différents, Oui, et étant donné que je suis française et que j'ai appris le coréen justement en tant qu'étrangère, je peux le dire, on a, une manière de s'exprimer qui est fondamentalement différente. C'est-à-dire que les Coréens vont beaucoup utiliser, les images pour, s'exprimer. Donc, il y a certains points de grammaire en coréen qui fonctionnent sur, les images du passé, par exemple. Il y a, énormément de mots pour décrire la nature et les couleurs et on ressent là encore, en fait, la sensibilité des Coréens par rapport à la nature qui les entoure et par rapport, en fait, au visuel des choses, l'importance du visuel et j'ai trouvé ça, en fait, assez différent. J'ai trouvé ça assez intéressant, en fait et j'ai trouvé ça beau, tout simplement. d'accord. Donc beaucoup de métaphores finalement dans l'utilisation du langage, c'est ça? Oui, D'accord. Donc c'est plus ouais, un sentiment autour de la Corée, de sa culture, de sa langue qui te plaît, que des oui. choses très concrètes comme, certains disent, «Ici tout va vite» ou «Ici c'est très technologique» ou «Ici c'est bien organisé». C'est pas Ah oui, ce non, sont pas mais il ces y a ça aussi. choses-là. Il y a ça Évidemment, aussi? ça aussi, c'est bien. Ouais, Oui, évidemment, par exemple, je me rappelle toujours la première fois que je suis allée à la banque pour faire, une carte bancaire. Donc, évidemment, à l'époque, je n'avais pas le droit d'avoir, une carte de crédit, donc c'était juste une carte, lambda, une carte de retrait. Je suis allée la faire et je ne parlais pas coréen très, très bien à cette époque, même presque pas du tout. Donc, la dame de la banque m'a regardée et elle m'a dit: «Five, five». Alors, j'ai compris 5 semaines parce que, ben, je suis française. Donc j'ai compris 5 semaines et en fait, elle m'a dit: «Five» parce que c'était en fait 5 minutes et je me rappelle en fait de ce choc initial qui ne m'a pas quittée et c'est vrai qu'à ce niveau-là franchement, la Corée, c'est très bien. ah oui, 5, c'était même pas 5 heures, c'était pas 5 semaines, mais c'était 5 C'est ça, minutes. c'est ça. D'accord, d'accord et justement pendant ces 10 ans, dans quel sens est-ce que la Corée a changé? Est-ce qu'elle s'est plus ouverte justement? Est-ce qu'elle elle s'est anglophonisée? Ou à l'inverse, est-ce qu'elle se referme? Comment ça se passe? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé en 10 ans. Par exemple, il y a 10 ans, on ne pouvait pas voir beaucoup de couples internationaux sur place. Les mentalités restaient quand même très fermées sur le sujet. C'était pas tabou, mais c'était assez fermé. Je sais que maintenant, quand je regarde 10 ans en arrière, il y a eu beaucoup d'instances où je voyais des couples internationaux et à chaque fois que le garçon coréen qui était en couple avec une étrangère passait dans la rue, des hommes coréens lui faisaient des signes avec le pouce pour lui dire que c'était un winner. Donc maintenant, on voit plus ce genre de choses, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, au niveau des lois de l'immigration, la Corée se radicalise un petit peu, surtout au niveau des lois de l'immigration. Donc, il devient de plus en plus difficile de s'assurer un visa longue durée ici sur place. Est-ce que c'est lié au Covid, à la situation vraiment ponctuelle? Ou est-ce que c'était déjà une tendance avant le Covid et tu penses que ça va durer même si la situation sanitaire s'améliore?
Alors, je pense que c'était déjà une tendance avant Covid et je pense que le Covid a facilité, si vous voulez, a facilité en fait le processus de changement qui s'était déjà enclenché pré-Covid. Donc, de ce que je sais, par exemple, j'étais en visa F2-7 et les lois au niveau du F2-7 ont commencé à énormément changer déjà avant le Covid. Et pendant le Covid, j'ai remarqué aussi une tendance à changer les lois. Par exemple, au niveau de ce même visa, les revenus mensuels et les revenus sur le long de l'année sont devenus beaucoup plus importants dans l'obtention du visa, alors que nous sommes en pleine crise sanitaire. Donc, Oui, si on ne rencontrait pas un certain niveau financier, il était, il était beaucoup plus compliqué de renouveler le visa et tout cela a été appliqué très rapidement, donc pali, euh, très rapidement et sans vraiment l'annoncer au préalable, pendant une crise internationale et une pandémie. d'accord. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que c'est déjà un pays qui a le moins d'étrangers au monde, peut-être, la Corée du Sud, par un pourcentage de la population. Oui, je crois avoir vu que on était un petit peu moins de 2%, je pense, de la population totale. Mhm. Ce que je veux dire, c'est comment ça se fait qu'il y ait un ras-le-bol de l'immigration et des immigrés, alors que c'est déjà un pays qui a beaucoup moins d'immigration qu'énormément de pays sur la planète. Hmm. Alors, j'ai remarqué qu'en ligne, les personnes qui avaient plus tendance à être de droite prenaient la France comme exemple au niveau de l'immigration et utilisaient la France comme exemple pour justement empêcher le pays de s'ouvrir un petit peu plus aux étrangers parce que ces personnes-là prétendent que si on continue à laisser les étrangers entrer dans le pays, que la Corée allait devenir comme la France au niveau immigratoire. Donc, c'est ce que D'accord, ces personnes-là prétendent. Voilà. d'accord. Donc c'est préventif et j'imagine que oui, une partie de l'immigration de la France, parce que la France a aussi un avantage par rapport à la Corée, c'est que la population continue à croître alors qu'elle Oui, diminue en Corée. Mais je pense que oui. c'est pas ça qu'ils ont évoqué dans l'article. D'accord. Donc une tendance à se fermer un peu plus que ça n'a pu l'être avant. Alors d'accord. Donc ça serait une chose. Est-ce qu'il y a d'autres Oui. tendances de l'évolution de la Corée? Alors, au niveau de l'évolution de la Corée, ce que j'ai remarqué aussi, c'était une influence américaine assez prononcée. Donc, je sais que il y a ce qu'on appelle le soft power en Amérique et aussi dans d'autres pays du monde, par exemple comme en Corée. Et le soft power, en fait, ça consiste à utiliser des contenus culturels pour obtenir de la part de personnes qui vivent dans d'autres pays ou d'autres pays en général euh, un, comment dire, un bon sentiment, désolé, le français ne sort pas aujourd'hui, pour essayer d'obtenir les faveurs des personnes vivant dans d'autres pays ou d'autres pays en général. Donc, c'est vraiment de l'input culturel à proprement parler, pour justement Oui. que le pays ait une bonne image. Et ça, l'Amérique, il le manie absolument bien. Bon, après, la politique et les contenus culturels, c'est autre chose. Mais la Corée du Sud aussi a suivi justement avec la K-pop. Le problème, c'est que la Corée du Sud, ayant tendance à se refermer et étant récalcitrante, en fait, a changé la manière dont elle a toujours été jusque maintenant. C'est vrai que sur le long terme, je pense que ça va affecter énormément l'économie. Oui, et puis la K-pop et les webtoons, ça touche quand même qu'une partie de la population, en général une partie assez jeune, alors que Oui, le soft power américain, lui, il va toucher beaucoup plus large, quoi, parce qu'il y aura des films oui, qui vont être vus par toutes sortes de gens. Et en même oui, temps, on est dans un pays qui vieillit beaucoup. Donc c'est ça le paradoxe assez intéressant, c'est que la Corée, c'est un pays qui vieillit de plus en plus et qui target de plus en plus, qui cible de plus en plus avec le soft power les jeunes générations. C'est bien oui, ça? c'est ça. Mais ça, c'est du marketing en fait. D'accord, C'est du marketing, oui. je me demande juste combien de temps ils vont être capables de gérer ça si leur population vieillit de plus en plus et qu'ils s'adressent à une population internationale qui, elle, est de plus en plus jeune. Alors en fait, évidemment, il y a énormément de problèmes en Corée et je pense que
l'un des problèmes majeurs en Corée du Sud est que les personnes les plus âgées ont les personnes qui ont le plus le droit, en fait, d'ouvrir la bouche, en général, de dire ce qu'ils pensent. Et c'est vrai que les plus jeunes générations vont se taire la plupart du temps devant ces personnes qui ont plus de pouvoir, plus d'expérience et qui sont plus âgées qu'eux. Culturellement, ça a toujours été comme ça. Et c'est vrai que quand une personne qui a, on va dire, du pouvoir ou qui est un petit peu plus élevé socialement que les autres prend une décision, il est très compliqué, en fait, de contredire cette décision en Corée du Sud. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on a un espèce de paradoxe où les personnes les plus âgées, qui ne comprennent pas forcément, en fait, tout ce qu'il se passe dans les générations dont lesquelles ils ne font pas partie, prennent le plus de décisions quand il s'agit de faire du marketing pour les générations les plus jeunes ou D'accord. quand il s'agit de s'adresser aux plus jeunes générations. Et je pense Oui. que de là aussi vient le problème du racisme en Corée du Sud et de la discrimination plus générale. C'est plutôt, ça vient plutôt des personnes plus âgées, tu penses? Je pense que les personnes plus âgées ne voient pas très bien d'un bon œil les étrangers. Après, il y a évidemment des exceptions. Moi, je sais que je connais des personnes qui ne sont pas du tout de ma génération, qui sont adorables, qui ne m'ont jamais rien fait de mal, mais du point de vue du pays, il est vrai que les personnes plus âgées ont plus tendance à vouloir suivre en fait les personnes qui promettent un développement de la Corée du Sud, qu'importe le parti politique ou qu'importe les idées qui se cachent derrière. Et la plupart du temps, en fait, malheureusement, ça peut probablement aussi cacher des politiques plus discriminatoires. D'accord. Donc justement, on arrive à la question suivante qui était, mais je pense qu'on y a déjà un petit peu répondu, mais il y a peut-être d'autres choses. Qu'est-ce qui te ferait quitter le pays? Qu'est-ce que c'est que tu ne supportes pas? Euh, alors, quitter le pays, qu'est-ce qui me ferait quitter le pays? Il en faut, hein, parce Et que j'ai sans, les épaules plutôt larges. sans aller jusque-là, parce que oui, j'ai l'impression que tu es bien implanté pour longtemps. Mais qu'est-ce qui ne te plaît pas? Quelles sont les choses qui à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, la partie, Euh, la partie mauvaise de la relation dont tu parlais tout à l'heure avec la Corée? alors, en fait, j'ai l'impression que c'est une relation qui pourrait être caractérisée d'abusive, dans un sens, si on continue sur cette métaphore. Dans un sens où j'aime énormément ce pays, mais parfois j'ai l'impression que ce pays ne me le rend pas. Et attention, je ne suis pas spéciale en fait au point de vouloir obtenir un traitement de faveur de la part du pays. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que j'aimerais parfois que qu'on me traite comme un humain, qu'on me traite comme un humain qui respire, qui a un cœur, qui a aussi des pensées, qui respire le même air, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que parfois, il y a un manque de compassion certain, un manque de compréhension probablement. Enfin, ça découle probablement d'un manque de compréhension envers autrui. Et je ne peux pas le blâmer en même temps sur le pays, puisque le pays vient de s'ouvrir relativement assez récemment, en fait, aux étrangers, quand on regarde l'histoire du pays. Donc, c'est vrai que dans un sens, je comprends que ça va prendre du temps. Je comprends que le pays est encore jeune dans ses décisions par rapport à l'immigration et par rapport aux étrangers. Mais dans un sens, j'ai l'impression que les premières générations qui sont arrivées ici d'étrangers, ainsi que les deuxièmes générations, vont devoir porter ce fardeau, en fait. Voilà, il va falloir prendre son mal en patience, Voilà, exemple qu'on a déjà vu en fait en France. c'est-à-dire, Les premières générations d'expats, en fait, de personnes qui sont venues d'ailleurs, qui se sont implémentées en France, qui ont pris la nationalité française, qui ont donné naissance à des enfants français, eh bien, ces personnes-là, je suppose qu'elles n'ont pas dû avoir la vie facile en fait en France, parce que il faut le savoir, c'est qu'une fois qu'on n'est pas dans son pays, déjà c'est très difficile parce qu'on perd nos racines un petit peu, et en plus de ça, on doit s'adapter dans un pays qui ne nous accueille pas forcément. Et on peut voir exactement la même chose en fait en France. On a pu le voir historiquement, et que même maintenant, après des dizaines et des dizaines d'années, la France a toujours ce problème en fait. Certaines personnes pensent que les immigrés ne sont pas français, d'autres personnes pensent qu'ils sont français.
Et très honnêtement, il y a ce décalage en fait entre ces générations. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né en France, qui est français, mais que les personnes qui sont un petit peu plus conservatrices vont penser qu'ils ne sont pas français, il y a toujours un décalage entre les deux. Et je trouve ça vraiment dommage, en fait, parce que personne ne devrait avoir à justifier de son appartenance à une patrie à partir du moment où il y a appartenance à la patrie. Et sur ce moment, et en fait, je pense que c'est à cause de ça qu'il y a une espèce qu'il y a un manque de communication. D'accord. Donc, ça sera pour la prochaine génération. Justement, est-ce que tu arrives à t'installer? C'est facile de s'installer, de vivre une vie de famille en Corée? Alors, moi, je me suis mariée, voilà, il y a quelques mois. Et Félicitations, alors, c'est pas encore trop tard. merci, c'est pas encore trop tard. Oui, j'ai vu que tu dans ton nom sur Facebook, il y a Kim, effectivement, comme nom de Oui, famille, c'est ça? voilà, donc je suis Madame Kim. Voilà, tu rejoins les 11 millions et quelques de Coréens qui s'appellent Kim, d'ailleurs, je crois. Oui, Un nom très, très courant, très bien. c'est D'accord. parfait, je suis en plein dedans. Ça s'est bien passé? Ça se passe très bien, ça se passe très bien avec mon mari, avec la belle famille. Il y a énormément de compréhension. Je me sens vraiment très bien. J'ai vraiment eu de la chance. Donc oui, adorable. D'accord. Le mariage, puisque donc ça veut dire que tu as passé près de 10 ans non marié, donc avec, j'imagine, des visas à reconduire, etc. Oui. Ça a été compliqué, ça? Alors en fait, il y a cette espèce de sentiment constant d'instabilité. C'est-à-dire que on essaye d'implémenter notre vie ici, on essaye de se faire des amis, de se créer un réseau social, de littéralement en fait replanter l'arbre de notre vie sur un autre sol. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que dans ce processus-là, eh bien, il y a le problème des visas. Donc, à chaque fois que le visa doit être renouvelé, il y a toujours cette insécurité de se dire ah, est-ce que je vais tomber sur la mauvaise personne? Est-ce qu'ils vont me demander un papier que je n'ai pas forcément? Est-ce que ça va être possible? Est-ce que je dois dire au revoir à cette partie de moi, repartir en France et en faire le deuil? Donc, il y Oui. a ce problème de stabilité et c'est vrai que ça affecte le moral sur le long terme. D'accord. Donc toi, oui, tu l'as ressenti aussi bien en tant qu'étudiante qu'en tant qu'employée. Oui. Et est-ce que tu penses que le visa de conjointe va changer quelque chose? Ça va être plus simple? Alors là, j'ai mon visa de conjointe, Oui. mais très honnêtement parlant, j'en ai marre de l'immigration. Donc, mais alors attends, parce que en fait après, ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment en Corée c'est difficile, c'est énervant, c'est épuisant même, mais en France nous avons les mêmes problèmes au niveau de l'immigration. C'est vraiment au faciès. Ah ben j'en sais quelque chose, hein. Mm. Je l'ai vécu avec ma femme coréenne et je peux te dire Ah, voilà. qu'effectivement, c'est pas parfait non plus. C'est vrai que c'est toujours difficile et notamment le fait de renouveler les visas quand on n'est pas marié, ouais, c'est clair. Oui, et même en étant mariée, je vais toujours à l'immigration avec cette pointe au cœur en fait, parce que j'aime pas aller là-bas. J'aime pas aller là-bas, les gens crient, les gens s'énervent, de l'autre côté, on nous déteste. Donc c'est vrai que c'est pas facile. J'ai jamais vraiment eu l'impression d'être aidée, en fait, dans tout ce petit parcours. D'accord. Et mais par contre, donc là, c'est ça qui t'a permis aussi de démarrer ton propre business, c'est ça, d'avoir un visa justement de conjoint, ou C'est ça. tu avais commencé avant? Non, tu as attendu d'avoir le visa hein, pour commencer. Alors, normalement, la loi stipule clairement qu'il n'est pas interdit d'ouvrir un business sous le visa F2-7. Donc, j'ai commencé mon visa, j'ai commencé à ouvrir ma compagnie, j'ai ouvert ma compagnie sous le visa F2-7. Qui est, pardon, F2-7, c'est? F2-7, c'est comment ça s'appelle? C'est un visa de résidence en fait, mais c'est un visa à points de résidence. Oui, parce que tu avais plusieurs années ici, tu parlais la langue, Voilà, c'est tu avais ça. tous les points qui faisaient que tu pouvais avoir ce visa de résidence, et donc tu étais dans la catégorie F qui permet d'ouvrir des business, c'est ça? Voilà. Bon, en ce D'accord. moment, l'immigration a un autre son de cloche,
Donc, c'est-à-dire que moi, avant que les lois changent vraiment, vraiment très, très récemment, enfin, les lois n'ont pas encore changé, mais ils l'appliquent déjà, c'est intéressant ça aussi. Et ben, maintenant, sous le F2-7, apparemment, on ne serait plus autorisé, apparemment, à avoir un business. Donc, cette loi n'a pas encore été n'a pas encore été acceptée, n'est pas encore passée et ne nous a pas encore été transmise. Cependant, il y a vraiment des histoires de personnes qui ont un business, qui sont allées renouveler leur visa F2-7 et auquel on a dit qu'il était illégal pour eux d'avoir un business, ce qui est faux. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser, vous pouvez y aller, vous pouvez aller à l'immigration et leur demander de vous montrer la loi en fait qui spécifie qu'il est interdit de monter votre business. Il n'y en aura pas. D'accord. Il n'y en aura pas. D'accord. Moi, je ne m'y amuserais pas, mais, mais effectivement, il paraît, de ce que j'ai entendu dire, surtout, c'est que ça change beaucoup. Hein. Tout change beaucoup, effectivement. Et donc, il Ça faut se tenir change au courant. beaucoup et changer beaucoup, à la limite, ce ne serait pas un problème si les lois étaient mises en application pas aussi vite qu'elles ont été créées. Oui. Et dans ton cas, la naturalisation, c'était pas une étape ou c'est pas encore une étape? Est-ce que tu y as Dans un an pensé? et demi, oui. Dans un an et demi, le temps de finir, j'ai fini mon KIIP, en fait, donc mon programme d'insertion, et il faut que je passe le deuxième niveau 5, en fait, qui me permettra justement d'avoir accès à la possibilité d'obtenir la nationalité. Et oui, puisque ce serait le Graal dans ton cas, sachant que visiblement, tu es prête à rester ici et ça résoudrait définitivement les problèmes de visa et d'immigration. Oui, puis ça résoudrait aussi pas mal de choses. Puis je pense m'amuser un petit peu en fait avec cette nationalité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me dira de rentrer dans mon pays parce que je ne suis pas coréenne, bah, je leur montrerai gentiment ma carte. Donc, Ça t'arrive souvent? oui, oui, Ah bon? À quelle occasion? dans le bus, dans le métro, dans la rue, Ah, mais sans dans, même qu'il y ait dans le restaurant. sans forcément qu'il y ait déjà eu un conflit entre vous, comme ça, Non, non, à des brûle-pourpoint? parfaits inconnus, oui, Ah ouais, oui. qui te Après, j'ai disent. peut-être pas de chance. Non, je suis nouveau, hein, je suis nouveau moi en Corée, donc j'ai D'accord. pas, c'est pas que ça m'est jamais arrivé ou ça fait un mois que je suis là, hein, pour l'instant. Donc ça m'est pas arrivé, mais j'ai pas encore assez d'historique pour dire. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai entendu pour l'instant des gens avec qui j'ai parlé, mais peut-être qu'ils l'ont pas mentionné effectivement. Et puis surtout, tu vois, ça fait quand même déjà longtemps. D'accord, donc il y a parfois des gens qui carrément t'agressent sans raison, on va dire. Alors. Voilà, c'est Ouais, exactement ça. d'accord. Je suis pas sûr que la carte changera quoi que ce soit, mais au moins ça te Moi, ça donnera changera. cette légitimité, ça changera pour toi. Voilà, oui, oui. D'accord. Donc ça, Moi, c'est ça me quelque fera chose. plaisir. Ouais, ouais. Oui. Mais je sais pas, ça arrive combien? Une fois par mois, une fois tous les 2 mois, tous les 6 mois? C'est que ça serait quoi la fréquence? Je pense, probablement 1 à 2 fois par mois en grosse période, puis puis en période basse, je pense, 1 fois tous les 1 mois, 1 mois et demi. D'accord. Tu es sur quel secteur? Tu es sur Séoul ou tu es autour? Je suis sur Séoul, vers Kangdae, vers la D'accord. station de Kangdae. Et c'est quelque chose que tu entends aussi d'autres expatriés Oui, se prendre ce genre d'attaque. oui. D'accord. C'est en coréen en général. Ah oui, 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 la plupart Oui. du temps, c'est en coréen, mais la plupart du temps, quand ils peuvent glisser un petit peu d'anglais pour qu'on comprenne bien leur intention, ils le feront. D'accord, oui, parce que ceux qui ne parlent pas coréen risquent de passer à côté de cette trouvaille. D'accord. Les gens nationalisés, les gens qui ont pris la nationalité coréenne, il y en a beaucoup enfin, il y en a beaucoup en Corée, oui, des Alors, nouveaux je pense Coréens. que la plupart des gens qui ont obtenu la nationalité coréenne ici sur le territoire coréen sont des personnes qui se sont mariées avec des Coréens ou des Coréennes. Et de ce que j'ai pu entendre et apprendre pendant mon programme au KIIP, pendant lequel j'ai eu l'occasion de parler avec des personnes venues du monde entier et qui étaient dans des situations différentes de la mienne, que la plupart de ces personnes-là venaient du Vietnam, par exemple, ou de Chine, D'accord. Donc toi, tu donc des connais pays pas. relativement voisins. Oui. Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis oui, il y a beaucoup d'immigrés de ces pays-là, donc statistiquement, forcément, il y a plus de chances d'en trouver qui sont mariés.
Toi, tu ne connais pas forcément dans les communautés européennes, par exemple, beaucoup de gens qui ont acquis la nationalité. Personnellement, non. Personnellement, dans mon entourage, je ne connais personne qui ait acquis la nationalité coréenne. Déjà, ce pays est assez dur pour les Coréens eux-mêmes et je connais beaucoup de Coréens qui disent vouloir quitter le pays sans forcément, y mettre les moyens et sans forcément les avoir non plus. Et eux, pourquoi ils veulent quitter le pays alors? Alors ils appellent la Corée du Sud Haejoseon et pour une raison, très particulière en fait, c'est qu'il y a trop de travail, le stress est immense, que ce soit du côté des femmes ou du côté des hommes, les attentes sont monstrueuses, ne serait-ce qu'au sein du couple, ne serait-ce qu'au sein de leur compagnie, ne serait-ce qu'au sein en fait, des groupes en fait, sociaux auxquels ils appartiennent, que ce soit, un club, une église ou autre. Il y a énormément d'attentes en fait, sur, tous les Coréens et ils sont aussi dans une compétition constante depuis, leur plus jeune âge. Donc je pense qu'en fait, il y a vraiment, de très rares occasions pendant lesquelles les Coréens peuvent vraiment se concentrer sur leur développement personnel et ça les rend malheureux. D'accord. Donc, il y en a beaucoup ouais, qui aimeraient bien mettre les voiles et échapper à cette pression. Oui. Oui. Et justement, quand je pose la question aux gens qui ont déjà participé à ce podcast, souvent, c'est ce qui revient sur qu'est-ce qui vous ferait quitter la Corée, c'est l'éducation des enfants. Euh, Mmh. Toi, c'est pas quelque chose qui te fait peur? Heu, Dans un sens, étant donné que j'ai hérité du caractère de ma mère, si quelqu'un touche à mon enfant, je le bouffe. Donc dans un sens, ça ne me fait pas peur parce que je sais que je serai capable, si je tombe, on tombe avec moi. Si on touche à mon enfant, je griffe. Donc c'est vrai que dans un sens, moi personnellement, ça ne me fait pas peur, mais dans un autre sens et aussi, pour l'avoir vécu, de prime abord, je sais que, se faire embêter à l'école, par exemple, ferait partie, de mes plus gros soucis. Si je venais à donner naissance à un enfant, ici et à l'élever ici. Et il y a ça, il y a toute la partie effectivement harcèlement, mais ce qui revient surtout, parce qu'effectivement, comme tu dis, le harcèlement, à la limite, on peut intervenir, on peut faire des choses, on peut régler le problème. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est que si on est dans le système coréen, on rentre dans cette course à l'apprentissage, parce que même si on dit, bah non, mon fils ne va pas ou ma fille va pas faire des horaires de fou comme les autres, à ce moment-là, il va être en retard par rapport aux autres, malheureusement. Donc, il y a aussi ce système-là où les gens disent que ce sera soit les écoles privées, mais c'est très cher, soit ailleurs, mais pas le système coréen. Oui, j'en avais déjà parlé effectivement. Personnellement, je considère plutôt les écoles privées, mais ça coûte super cher. Ça coûte super cher donc malheureusement, je me dis que là encore en fait, à cause d'une peur qui est soit fondée, soit infondée, hein, ça dépend, je vais devoir encore, ben, payer de ma poche, en fait, au final, pour, une question qui n'est pas encore réglée, donc la question du racisme, de, la xénophobie et de la discrimination, en fait, en général, qui pèse, sur le pays actuellement. Après, très honnêtement, je pense qu'au début, enfin, si jamais je viens avoir un enfant, si jamais je venais avoir un enfant, je pense que pour les premières années, ben, il y aurait pas trop le choix. Je devrais l'envoyer dans une école, coréenne où il apprendra le coréen, il se fera des copains coréens et coréennes et plus tard, en fait, je compte laisser le choix, en fait, à l'enfant. Est-ce que tu veux aller en France, chez mamie papi et rester au lycée, là-bas? Ou est-ce que tu veux rester en Corée? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Où est-ce que tu te sens le mieux, en fait? Ce serait vraiment, un choix qui, ne relèverait pas de moi, mais en fait de la préférence de mon enfant en lui-même. D'accord, très bien, Voilà, je pense qu'au intéressant. lycée, on est plutôt apte, en fait, à prendre des décisions par soi-même. On est des petits adultes. Donc je pense que c'est bien aussi de savoir laisser le choix, de savoir laisser le choix à ses enfants. D'accord, puis sachant que toi, tu pourrais déjà lui apprendre au moins 3 ou 4 langues pour qu'il soit flexible et qu'il puisse passer d'un système à l'autre, hein. C'est le Euh, plan. c'est le plan. Donc justement, alors si on veut apprendre le coréen, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on veut apprendre le coréen avec toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors avec moi ou en général? Parce qu'en général, il faut faire des efforts, mais Oh non, ce que je veux dire, c'est qu'en général, ouais, on peut aller à l'université, on peut trouver des tuteurs, il y a des YouTube, il y a des Talk to Me in Korean, etc. Mais, oui. donc ça, je pense que les gens qui s'intéressent à l'apprentissage du coréen le savent.
Non, ça serait vraiment, puisque toi, tu es en train de développer une Oui, méthode, j'ai envie de dire, ou une école. oui. Donc, si les gens sont intéressés, comment est-ce qu'ils peuvent s'inscrire et qu'est-ce que tu vas leur proposer? Alors en fait, les gens peuvent me contacter soit par message privé, sur Facebook, soit, directement en m'envoyant un email et en fait, mon service, il est très, très simple. C'est qu'à partir du moment où une personne intéressée par l'apprentissage du coréen me contacte, je vais faire état, en fait, de ses connaissances, premièrement. Je vais parler avec cette personne, je vais lui demander quel est son type de mémoire, qu'est-ce qui lui pose le plus de difficultés. Si cette personne apprend, par exemple, beaucoup plus visuellement ou beaucoup plus, en fait, basé sur, l'auditif. Je vais poser tout un tas de questions et je vais prendre mon temps, en fait, pour, vraiment, faire état de cette situation et ensuite, à partir de ce moment-là, je vais choisir donc, un livre, un curriculum et sur demande de cette personne, je vais aussi créer des matériels adaptés. C'est-à-dire que cette personne pourra me demander quelle est la différence entre iga et un et à ce moment-là, je pourrais faire un matériel adapté au niveau de la personne, adapté à son niveau de compréhension et lui envoyer directement. Donc c'est un service qui est très personnalisé, mais qui a apporté ses fruits. D'accord. Donc, tu le fais à distance? Oui, Corona oblige. Bah non, à deux, ça pourrait se faire en tête-à-tête. Oui, ça, en fait, ça se faisait en tête-à-tête, puis après, avec le corona, j'en suis venue à la conclusion que ce serait beaucoup plus simple, premièrement, et puis beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus safe D'accord. pour tout le monde, en fait, de le faire par Zoom. D'accord. Donc, c'est sur Zoom. Tu dis que ça a apporté ses fruits. Donc, tu as déjà eu l'occasion de le pratiquer avec des Français, des Européens? Alors, avec des Américains, la plupart du temps, Oui. j'ai eu, alors, ta, 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 ta. La plupart du temps, c'était des Américains et des Sud-Américains. Voilà. D'accord. Pas beaucoup Donc, d'Européens pour le moment. donc, tu l'as déjà mis en place. Non, mais je veux dire, tu l'as déjà mis en place et ça tourne, en fait. Tu as déjà des clients. C'est ça. D'accord. Et quelqu'un qui te dira, ah oui, mais moi, je veux un native speaker, je veux parler à quelqu'un qui parle le coréen depuis la naissance. Qu'est-ce que tu répondrais? Ben, je répondrai que j'ai quelqu'un. Je répondrai que j'ai quelqu'un parce que dans mon entourage, j'ai des Coréens qui sont très littéraires, qui connaissent énormément de choses, qui sont vraiment d'une intelligence, enfin, ils sont vraiment incroyables. Ils ont des connaissances très développées sur le sujet. Et en fait, je les embauche en freelance. Donc, si quelqu'un a vraiment envie de parler avec une personne dont c'est la langue natale, c'est possible. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là, puisque ces D'accord. personnes-là, je les connais moi-même, je les connais personnellement, et je peux garantir qu'ils ont vraiment des connaissances développées sur le sujet. D'accord. Donc, ça serait pas toi, ça serait quelqu'un que tu connais qui donnerait les cours, c'est ça? C'est ça. D'accord, très bien. Je reviens sur les webtoons. Donc, tu disais, tu fais aussi de la traduction de webtoons, hein. Oui. C'est quoi la tendance du webtoon? C'est-à-dire, on est sur quel type d'histoire? Est-ce que ça ressemble à des dramas aussi? Ou est-ce que c'est des sujets Hum, différents? alors, il y a plusieurs sujets sont, euh, qui sont en exportation. Donc, parmi ces sujets-là, il y a beaucoup d'histoires prince-princesse, c'est-à-dire des histoires un petit peu à l'eau de rose, qui font rêver justement les jeunes femmes, pourquoi pas aussi les jeunes hommes. Ouais, Donc, juste pour expliquer, effectivement, pour les gens qui ne connaîtraient pas, pardon, les webtoons, oui, donc en fait, c'est une bande dessinée sur Internet, hein, on pourrait résumer ça comme ça, c'est ça, c'est ça. C'est une bande dessinée sur Internet qui se lit en fait de haut en bas. qui se lit de haut en bas, bah, comme une bande dessinée. Ah oui, sauf qu'on scrolle en permanence, c'est ça? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut comparer ça à un manga aussi, ou pas du tout? Ah, alors, les mangas sont généralement en noir et blanc, tandis que les webtoons ne le sont pas. Il y a aussi il y a aussi évidemment en fait une différence culturelle donc qu'on peut noter entre les webtoons et, euh, et les mangas.
Donc, je dirais pas que c'est la même chose, mais, mais D'accord. au niveau des tendances actuelles, à part les histoires à l'eau de rose, il y a aussi beaucoup de porno qui s'exportent extrêmement bien vers les pays européens. Oui, Porno, ouais, vraiment des oui, contenus érotiques, ouais, d'accord. c'est ça. Donc là, on n'est plus sur une audience jeune femme. Sur une audience, alors pour les jeunes femmes, il y a ce qu'on appelle du BL, donc du coup, ce serait plutôt du boys love. Et pour les jeunes hommes aussi, justement, il y a aussi des contenus. Donc c'est vraiment varié. Je le sais pour en avoir fait la traduction. C'est varié et parfois c'est très choquant, parfois. Donc je ne suis pas de nature à me laisser surprendre en fait par ce genre de choses, mais c'est vrai qu'il y a certains contenus que je n'avais pas du tout envie de lire. D'accord. Donc là, on sort vraiment on passe de l'histoire à l'eau de rose, Oui, dont on parlait tout à l'heure, à des choses un petit peu porno-violentes. oui. Mais alors justement, est-ce qu'il y a un risque pour quelqu'un qui s'abonnerait à une plateforme de webtoon de tomber sur des contenus qui ne la concernent pas? Ou est-ce que Alors, ce sont vraiment des univers séparés? à ma connaissance, il y a un blocage justement qui permet aux personnes de justement, enfin, aux plus jeunes audiences de ne pas avoir accès au contenu pour adultes. Donc à ce moment-là, il faudra soit prouver son identité, soit acheter un abonnement VIP. Voilà. D'accord. Donc je sais qu'il y a des blocages qui sont mis en place sur ces sites-là justement pour protéger les plus jeunes audiences. Voilà. Après, je ne connais pas tous les sites, mais de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu comprendre, ces sites fonctionnaient de cette manière-là. D'accord, c'est clair. Très bien. Écoute, merci beaucoup pour ce partage, pour toutes ces infos. Avant de terminer, quelques questions. Une question un peu générique. Est-ce qu'il y a quelque chose que Oui. tu aurais aimé, toi, qu'on te dise avant que tu arrives en Corée? Parce que ça t'aurait simplifié la vie si tu l'avais su à l'avance. Alors, si je l'avais su à l'avance, faites attention aux garçons. Attention aux garçons, les filles. Ils sont pas tous comme dans les dramas. Donc, oui, il y a beaucoup d'hommes coréens qui vont justement prendre avantage de la popularité de la K-pop, on va dire, en Europe. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont mal intentionnées. Après, c'est vrai que c'est pas quelque chose de coréen en soi, mais faut faire attention, qu'importe où vous allez. Donc, faites attention. En Corée, même s'il n'y a pas de drogue, beaucoup de personnes vont probablement essayer d'en mettre dans vos verres. Donc, faites attention. Ne baissez pas votre garde, justement, à cause de ce que vous avez pu voir dans un contenu culturel. Euh, D'accord. Ça Oui, arrive oui. très Oui, souvent. j'ai fait un épisode avec Claire Arnaud, oui, qui disait qu'effectivement, elle-même, et puis elle connaissait beaucoup de gens à qui c'était arrivé. Oui, Donc, toi, tu confirmes que tu as vu aussi ce genre de choses. oui, je le confirme. Et il faut faire très, très attention parce que la définition du viol en Corée, telle qu'on la connaît en Europe, est très différente. Voilà. Donc, oui, il faut Donc, ça veut faire dire attention. en plus, on n'aura pas de recours. Oui, d'accord. Ah, il y a des recours, mais c'est vrai qu'en tant qu'étranger, avec la barrière de la langue, puis ne connaissant pas forcément la manière dont fonctionne le système juridique, justement en Corée du Sud, c'est vrai que tout ça, en fait, ce sont des barrières qui se rajoutent en fait à la honte initiale d'avoir été victime d'un viol, justement, ou Oui, d'avoir été victime d'attouchement. oui, tout à fait. Donc, le conseil, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en prévenir? Les conseils sont les mêmes. Les conseils sont les mêmes que d'habitude. C'est-à-dire gardez vos verres près de vous, regardez toujours qui vous sert. Moi, ce que je faisais en fait avant le corona, bien avant, il y a 5-6 ans en arrière, c'est que je commandais des bières et que je mettais mon pouce en fait dans le goulot pour justement éviter qu'on me glisse un petit cachet à l'intérieur en fait. D'accord. Donc il faut pas en fait relâcher sa prudence parce que on est entouré de gens qu'on connaît parce que parce qu'en fait on est dans un groupe, parce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires de filles qui se sont fait isoler de leur groupe et qui ont connu en fait le même destin que si elles avaient été seules dans un bar. Et il faut le savoir aussi.
D'accord, donc faire attention, ouais. C'est vraiment spécifique à la Corée, ça, parce que pour connaître l'Asie du Sud-Est un peu mieux, j'ai jamais entendu ce genre de problème. Ça arrive, mais là, il y a beaucoup de témoignages qui vont dans le même sens. Oui, Euh, est-ce qu'il y a, comment tu l'expliques ça? Est-ce que tu as une idée? je pense qu'il y a un problème de masculinité toxique. En fait, en Corée, je pense que si, il y a une tendance des Coréens à penser que les étrangers sont d'un caractère plus ouvert que leurs compatriotes, alors qu'en fait, moi, de ce que j'ai vu, c'était pas forcément le cas. Donc, il y a cette tendance à penser que les femmes étrangères, la plupart du temps, vont être beaucoup plus ouvertes, en fait à des propositions, euh, alors qu'en fait, ben non. Très honnêtement parlant, je connais des gens qui viennent de partout. Et il y a des personnes plus ouvertes que d'autres, il y en a qui sont moins ouvertes que d'autres, et ça indépendamment de leur nationalité. Donc, Bien sûr. mais il y a cette image en Corée du Sud. D'accord. C'est la chose où effectivement, il vaut mieux que les gens sachent à Je l'avance. Effectivement. Très bien. Pour terminer, est-ce que tu as un projet, une annonce, quelque chose que tu veux partager? viens prendre des cours avec moi. Je suis gentille, vous le regrettez pas. Non. Si, mais pourquoi pas? Donc, c'est un site, c'est une page Facebook, c'est quoi le support? Est-ce que tu mentionnais l'email ou le Facebook? Tu as aujourd'hui déjà tu as déjà quelque chose? Alors, des projets, oui, j'en ai à l'appel, des Non, projets. je veux dire les cours, est-ce qu'il y a déjà un site qui est installé, ou une page Facebook ou J'ai un une autre page support? Facebook. J'ai une page Facebook qui s'appelle Korean Café D'accord, et où les gens peuvent regarder aussi les reviews en fait de mes élèves actuels, de ceux qui ont été élèves avec moi, pour se faire une idée un petit peu du programme et de s'ils ont apprécié ou pas. Et après, c'est vrai que c'est une éducation qui est relativement spécialisée, étant donné qu'il m'est aussi arrivé de donner des cours particuliers à des gens qui demandaient vraiment une attention particulière. Donc, euh, donc, je mets les efforts qu'il faut mettre dans mes contenus, je mets les efforts qu'il faut mettre dans mes cours. Et voilà, c'est une passion plus qu'autre chose. Ça a commencé comme une passion et quand on aime, ben, on compte pas les heures, on apprend de plus en plus. Et en fait, si ça peut aider les autres personnes à se sentir plus à l'aise dans un pays qui n'est pas forcément le leur, eh bien, pourquoi pas. très Le bien. but étant de rapprocher les étrangers, justement, enfin, de ces personnes qu'on appelle des étrangers, de la Corée et en fait de casser un petit peu ce manque de compréhension qu'il y a entre la population locale et les personnes qui arrivent dans ce pays pour s'y installer. Très bien. Eh bien, écoute, on en restera à ces bonnes paroles. Oui, Merci Adélaïde, de rien. et à bientôt. C'était un plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt!